Wilfried Adou, Virgile Aronce. Bonjour, vous faites bien d'être au grand rendez-vous, le service après-vente hebdomadaire de l'actualité sociopolitique sur Soleil FM. Et nous sommes au 123e numéro de ce programme et Vigile Aronce, comme à son habitude, est présent devant son micro. Vigile, bonjour. Bonjour Wilfried Adou, bonjour à tous. Alors, cher Vigile, ce n'est pas souvent que nous convions des analystes de presse à cette tribune, mais lorsque les acteurs politiques, nos traditionnels invités déjà repus, font la fine bouche, eh bien, on se tourne vers les confrères qui, eux, sont toujours disponibles pour nous tirer d'affaire. Deux analystes chevronnés sont donc dans ce studio pour expliquer, commenter et analyser sur la base des actes posés de la parole entendue les faits significatifs de l'actualité. Vincent Folly, bonjour. Bonjour. Vincent Folly, vous êtes, on peut le dire maintenant, journaliste vieux par le nombre d'années d'expérience. Vous êtes surtout éditorialiste et directeur de publication du quotidien La Nouvelle Tribune, dont la pugnacité est le principal trait caractéristique. Arimi Tchoubaré, bienvenue, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes également journaliste, chroniqueur politique, directeur de publication du quotidien Le Nokwe et depuis un an, conseiller technique à la communication du président de l'Assemblée nationale. Messieurs, c'est un vrai bonheur de vous avoir dans ce studio. Alors, sans plus de formalités, Vigile, nous allons à l'essentiel. Bientôt 2 mois qu'il est aux commandes. Patrice Talon, redoutable opérateur économique, successeur de son ennemi intime, pose ses premiers pas de président avec une gouvernance qui, tel un moteur diesel, s'ébranle lourdement. C'est la perception d'un confrère avec lequel j'ai partagé cette semaine quelques appréciations sur le nouveau régime. Quelle est votre appréciation de la méthode Talon, Arimi Tchoubaré? La méthode Talon, enfin, je vois pas encore, je n'ai pas déjà suffisamment d'éléments pour apprécier. Vous savez, le gouvernement est en place, mais les équipes des ministres peinent à être mises en place. Pour le moment, on voit beaucoup plus de décisions conservatoires, suspension de ci, suspension de ça. Je ne peux pas mettre ça dans une véritable action. Non, mais on dit souvent en marketing que les premières impressions sont souvent les bonnes. Et oui, donc il faut travailler aux premières impressions que vous donnez. Je veux bien avoir des impressions, mais... Oui, mais enfin, c'est de ça qu'il s'agit. Vous savez que dans certains ministères aujourd'hui, c'est encore l'équipe qui était en place. Il y a beaucoup de ministères. Mais les suspensions, est-ce que vous comprenez ça, par exemple? Ah non, ils disent que c'est des mesures conservatoires. Ça se justifie? Moi, je ne suis pas entré dans les dossiers. Tout ce que je constate, c'est que, un bon matin, on suspend même des personnes, enfin, des cadres à des postes donnés. Hein, on met fin à leur fonction. Vous comprenez ça? Oui, je ne peux pas dire je comprends. Je ne maîtrise pas très bien le fond du problème. Donc ça pose un problème à votre niveau déjà. Vous ne rien comprendre à cela. Non, je sais que pour moi, je pensais qu'il y aurait des conseils des ministres de façon classique qui allaient régler le sort de ces individus-là. Mais la méthode, j'ai du mal à comprendre. Du jour au lendemain, on tombe sur... Ça tombe sur... Il y a la malchance. On tombe sur quelqu'un, on le saute de son poste, parfois il passe service à son agent, à un intérimaire, avant que le titulaire ne soit nommé 2 ou 3 jours plus tard. Oui, forcément. Les mesures conservatoires ne sont-elles pas des mesures d'urgence? Est-ce que ce n'est pas des situations particulières qui conduisent à ces mesures conservatoires? Est-ce qu'on ne peut pas penser ça? Je vous disais tantôt que je n'ai pas le fond des dossiers sur lesquels il y a eu les suspensions. Parce que je constate qu'il y a encore des gens qui sont en pause qui ne sont pas suspendus. Donc il a en fait un déficit de communication sur ces suspensions-là. Je ne dirais même pas une confusion dans la communication. Une confusion dans la communication. Tout à fait. Vous prenez le mercredi, au Conseil des ministres, vous avez le secrétaire général de la présidence qui, juste après la réunion, vient donner quelques, je ne sais pas si c'est les grandes lignes ou un résumé. Et puis, il faut attendre quelques jours plus tard pour trouver le communiqué du secrétaire général du gouvernement. Et la dernière fois, il y a même eu 2 communiqués. Il y a eu un communiqué du secrétaire général du gouvernement et un autre communiqué du secrétaire général adjoint du gouvernement. Et puis après, vous avez les réseaux sociaux qui complètent. À quoi, vous qui êtes habitué de ces questions-là, parce que vous êtes directeur de publication aussi, comment comprenez-vous tout ça, ce méli-mélo communicationnel? Non, je crois que j'ai entendu notre confrère
qui est en charge de la communication actuellement au palais, qui nous a dit qu'il s'agit de la normocommunication. Ah, ça c'est vrai. La normocommunication. Tout à fait. Néologisme. Non, je ne sais rien. Ça méritait d'être inventé pour de la gérer la profession. situation. Nous sommes de la profession. Chacun devait pouvoir avoir une idée de ce vocable-là. Je l'ai entendu, je crois, pour montrer que tout va bien. Et puis on ne devrait pas s'inquiéter. Très bien, Vincent Folly, est-ce que vous avez observé les premiers pas d'un beau président? Quelle appréciation faites-vous? Écoutez, dans la vie d'un gouvernement qui s'installe, généralement, il y a des marqueurs. On parle de 100e jour, c'est-à-dire presque 3 mois plus 10 là, pour apprécier ce qu'un gouvernement peut faire. Actuellement, ils ont pris service ou bien ils sont entrés en fonction le 6 avril. Le gouvernement presque le même jour, si je m'en souviens. Et donc, on est à peu près à 1 mois et quelques jours. Bon, est-ce que ça suffit pour apprécier un gouvernement? Oui et non. Oui, parce qu'il pose des actes sur lesquels on est appelé à se prononcer. Je crois que les actes appellent des positions ou bien des prises de position, j'allais dire. Et non, parce que ça ne suffit pas. On attend de voir. C'est pas assez significatif. Pour moi, ça n'est pas assez significatif. Et je suis d'accord un peu avec mon confrère pour dire qu'il y a quelque chose qui gêne dans la méthode actuelle. Nous avons appelé à un changement ou bien à une rupture où le gouvernement même s'est autoproclamé gouvernement de rupture. Ou bien, je crois que c'est comme ça. Hein? Et jusque-là, nous avons vu quelque chose. Il nous pose la question comme s'il n'était pas dans le pays, Vincent Folly. Non, je veux rester, moi, contrairement à mon confrère qui a fait le saut. Vous l'avez présenté comme conseiller technique, quelque part à l'Assemblée. Moi, je veux rester en dehors du monde politique pour regarder un peu cette faune, parce que c'est une faune composée de fauves et de tout ce que vous savez. Donc, je reste un peu à l'écart et j'observe. Mais ça ne veut pas dire que c'est la meilleure position. Peut-être mon confrère est mieux placé puisque est dedans. Il a été sur les deux tableaux. Il pourrait avoir des éléments de comparaison. Je lui reprocherai. De toutes les façons, donc je partage un peu. Il y a comme un changement de méthode. Et ce changement de méthode est un peu, j'ai l'impression, basé sur un présupposé. Écoutez, le président qui était là agissait de cette manière. C'est comme si on faisait le contraire ou on devait faire le contraire de ce que l'autre a fait. Et ça donne une impression de cacophonie. On force le contraire. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de forcé dans le groupe. Je crois mon doyen Jérôme Carlos a écrit un texte qui passe chez nous puisque nous le publions, où il a parlé du style. Le style talon. C'est un nouveau feeling qui est quand même différent de celui de Yahya Boni auquel on a été habitué pendant 10 ans. Les littéraires savent de quoi je parle. Le style, c'est l'homme. Chaque homme a son style. De ce point de vue, on peut dire qu'il y a certainement un style talon. Mais il n'y a pas 36 000 manières de diriger un pays. Et donc, en dehors du style que chacun peut imprimer, il y a des choses que nous attendons de celui qu'on a élu. Et moi, je ne vois rien pour le moment. Alors, certains estiment que nous sommes passés d'un président hyperactif, volubile, émotif, dont l'appétit exalté pour les médias est une vérité générale, à un président taiseux, hyper discret, dont on ignore toutes des émotions. Vous partagez un peu cette perception, Vincent Folly? Oui, tout le monde voit ça. Mais il semble que notre confrère qui est conseiller technique à la communication, et médias, c'est ça. Et chargé de communication. Non, c'est expliqué. Mais j'ai pas pu. De la communication média. Responsable de la communication média. Je n'ai pas pu l'écouter. On m'en a parlé. Quelqu'un m'a déjà envoyé un test pour apprécier ce qu'il a dit. Le test va sortir demain, je vais apprécier. Mais ce qu'on m'en a dit, je peux dire que, son intervention, quelque part, est un peu, je peux dire, pour ce que j'ai pu dire, si on peut nous défiler le contenu, moi, je donnerai mon mot. Vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, vous n'êtes pas sur WhatsApp? Je suis sur les réseaux sociaux et je déteste ce qui se passe en matière de réseaux sociaux. Mais le son n'est pas tronqué, il a aussi parce que j'ai l'impression que ce gouvernement a choisi
de cette forme d'expression où rien n'est contrôlé, où on peut dire ce qu'on veut, une chose et son contraire. Et moi, je suis gêné. Je vois par exemple les réseaux sociaux afficher ce matin, depuis hier, que les résultats provisoires de la commission des réformes. Et on a lié un certain nombre de choses. Je ne sais pas quel crédit je vais apporter à cela. Moi, je ne comprends pas comment on ne peut pas passer par les canaux officiels. Des gens formés pour donner une certaine information, et c'est sur les réseaux sociaux que mais est-ce que vous êtes étonné, Vincent Follier, est-ce que le bonheur de ce régime n'a pas été fait en grande partie par les réseaux sociaux? Dites-le, et je vais apprécier. Je crois que on peut gagner le pouvoir aujourd'hui. C'est un instrument qui a été abondamment utilisé par le président élu. Absolument, mais on ne peut pas continuer d'utiliser des canaux non officiels. Il faut organiser ça. Je crois qu'il faut organiser ça. Bon, cela dit, on a de la matière, et ce n'est pas ce que nous disons là. Il y a des choses à dire. Tout à fait. Alors, Arimi Tchoubade, autant la voluptueuse consommation du petit écran chez Boni Yayi était quasi pathologique, autant la discrétion, l'hypocommunication, si ce n'est le silence plat du nouveau président, est symptomatique de sa personnalité. Est-ce que ça vous pose un problème, vous, quand vous voyez ça Non, pas vraiment. Je ne le connaissais pas personnellement, donc je ne peux pas apprécier ces traits de personnalité. Oui, ce que je sais, c'est que nous sommes dans une sorte de phase de transition. Le doyen parlait tout à l'heure de la tendance à ne plus faire comme Yayi. N'oubliez pas aussi que le président Talon, au premier tour, a réuni à peu près moins du quart des électeurs. Et puis après, il y a eu le gros de la troupe qui est arrivé. Et dans cette troupe, il n'y avait pas forcément des gens qui sont enclins à ce que les choses évoluent. Il y a dans la troupe des gens qui étaient avec... vous voulez dire qu'il y a dans son entourage des forces de frottement? Si vous ne m'avez pas interrompu, je vous dirais qu'il y avait des gens de l'ancien régime qui, par la faveur de cette histoire-là, se sont glissés dans l'équipe. Et puis, forcément, il faut des réajustements. Donc, le président Talon ne peut plus exécuter son programme initial qu'il avait prévu sans tenir compte de tous ceux qui sont venus par la suite, etc. Donc, je les observe comme dans une phase de transition où on essaye de trouver la bonne formulation pour rassembler tout ça. Peut-être que avec les besoins qui étaient beaucoup qui s'exprimaient de plus en plus au sein de la population, les problèmes quotidiens que vous connaissez et tout ça, je crois que les gens n'ont pas eu vraiment de temps pour faire comment vous appelez, pour aller dans une sorte de programmation collective, pour que tout le monde puisse être arrivé à une même dynamique. Et donc forcément on voit ces petites luttes qui s'observent. Je parlais tantôt de... Et ça donne l'impression que le nouveau pouvoir cherche ses marques, c'est bien ça? Oui, cherche ses marques. On espère que ça ne va pas devenir de gros problèmes politiques. C'est vrai aussi que le fait que le président Talon dise moi je ne me représente plus. Oui, de ça on va parler tout à l'heure, la dimension politique de la gouvernance qui démarre dans le pays. Nous allons en parler, Vigile. Oui, Patrice Talon, que personne ne voit, dont on n'a aucune information. Pourtant, il a des Béninois qui ont soif de savoir ce qu'il fait, les premiers pas qu'il pose son agenda pour le pays, et c'est peut-être important. Ils n'ont pas raison, ces Béninois-là. Ils ont beaucoup parlé de communication. Je crois qu'il y a un conseil des ministres qui a parlé de la structuration de leur communication. Ils ont parlé d'une direction. Ils ont commencé par supprimer les postes de chargés de communication parce qu'il y avait une tendance à une multiplication des pôles de communication à travers chaque ministère, chaque direction, chaque société d'État, office, etc. Ils ont parlé office, établissement à caractère public. Donc tout ça devait être réuni. À mon sens, c'est une grande réforme dans le domaine de la communication gouvernementale. Oui, mais quelqu'un avait dit, Arimi Tchoubade, cette semaine, avait utilisé cette analogie qui m'a fait sourire. Il dit, c'est comme quelqu'un qui veut s'acheter une nouvelle voiture au port de Cotonou et qui avait une ancienne voiture, mais il n'avait déjà pas acheté la seconde voiture, que déjà il a vendu la première, il se met à aller à Zim.
que cette décision du Conseil des ministres ressemble bien à cela. Les cellules de communication sont en place et qui opèrent. Mais on n'a pas mis une nouvelle structure en place qui les remplace, mais déjà on a supprimé toutes ces cellules de communication et on a l'impression que le gouvernement a choisi d'aller à Zim et de s'exposer aux intempéries, à la pluie, au soleil, alors qu'il avait déjà une voiture, même si elle n'était pas totalement en état, non? Oui, mais par contre, on constate quand même que le président Soglo parle à la presse. Le président? Pas souvent. Le président Soglo? Non. Patrice Talon. C'est un lapsus significatif. Une vieille amitié. Révélateur peut-être d'une grande amitié. Ouais, une très grande amitié. Bon, en fait. Donc, non, le président Talon, il communique. Hein, je lis de temps en temps des déclarations, des interviews, peut-être pas dans des... Vous savez, je crois, il y a 2 ou 3 jours, il était à une représentation théâtrale où il a fait une grande déclaration. Enfin, une formule est sortie et qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux. Et puis il y a une interview à, je crois, Le Monde. Comme je sais pas, une formule qui répare une autre. Le Bénin est désormais une mère de compétences. Ouais, de toute façon, vous l'avez entendu. Donc vous ne pouvez pas dire qu'il ne parle pas. Tout le monde n'est pas sur WhatsApp comme vous. Oui, mais vous ici, vous l'avez entendu. Vous êtes un privilégié, Rémi Tubaré. Vous êtes sur WhatsApp. Tout le monde n'y est pas. Voilà. Donc peut-être qu'il a choisi, en attendant de mettre en place sa structuration communicationnelle, il a choisi de s'exprimer d'une autre manière. Hein? Et pas à coup, on a des bribes qui dévoilent un peu son programme ou la méthode Talon commence par se dévoiler peu à peu. Très bien. On espère que, comme le disait le doyen tout à l'heure, il va falloir arriver à des canaux officiels de communication pour que tout le monde soit au même niveau et que ce soit seulement les privilégiés de WhatsApp et des réseaux sociaux qui puissent avoir la primeur de l'information. Alors, Vincent Follier, on en parlait déjà, la concupiscence médiatique du docteur Yaye sous le changement a engendré ces contrats particuliers avec les organes de presse dont on disait que certains, particulièrement humiliants, signés par l'ensemble des radios, par exemple, des radios de proximité, devraient être perçus comme des accords de non-agression. Aujourd'hui, ces fameux contrats ainsi que les cellules de communication dans les ministères sont passés à la trappe. Est-ce finalement ces décisions du gouvernement ne sont pas de nature à embrouiller ces relations avec la presse? Bien. Avant de répondre à votre question, je veux dire un mot sur ce que vous avez dit sur la méthode du gouvernement. Il y a une phrase qui a frappé dans son discours d'investiture. Il dit, voilà, je viens prendre la tâche, c'est-à-dire les commandes du pays, et je m'y suis préparé et je suis prêt. Il l'a dit. C'était la dernière phrase de son discours. Alors, donc, mais en regardant les premiers pas de ce gouvernement depuis plus de 40 jours maintenant, on a l'impression que le régime continue de chercher ses marques. Je ne vois aucune action, je veux dire aucune, je place ça sous votre contrôle. Mais il y a des décisions qui sont prises, mais sans folie. Oui, mais quand vous dites qu'on ne voit aucune action, c'est pas si juste que ça. C'est pour ça que notre pays est un cas à part. Notre pays est un cas à part parce que depuis 90 que nous avons fait la conférence nationale, aucun parti constitué n'est jamais parvenu au pouvoir. Et lorsque on va au pouvoir, on va avec ses hommes, on va avec un programme et on a les gens pour prendre. Est-ce que vous imaginez qu'en France, que le Parti Socialiste vienne au pouvoir et que plus de 30 jours, plus de 40 jours après son arrivée au pouvoir, que les ministres n'aient pas de décès, n'aient pas de, comment on appelle, leur personnel? Je trouve ça ahurissant. De mon point de vue, il a rassemblé des gens qui se connaissent, qu'ils connaissaient, mais j'ai l'impression que ces gens sont encore en train de se cafouiller. On a vu un ministre, dès le lendemain de sa nomination, suspendre le DC et le DAC et les faire remplacer par un comité. Vous aurez voulu des mesures comme ça? Non, je n'ai pas dit ça. C'est-à-dire, il a remplacé immédiatement, c'est-à-dire, il a suspendu. Et on s'est demandé pourquoi. C'est Lazare Sepetor, pour ne pas le nommer. Et lui-même, après, répondant aux questions, il a dit oui, c'est pour l'intérêt général. Plus de 2 mois, près de 2 mois après la suspension et le remplacement par ce qu'il appelle un comité de... Je ne sais pas comment on a appelé ça. Un comité qu'il a installé.
mais il n'a pas encore nommé de DC. Or, le DC et le DAC, ce sont les personnages qui arrivent avec un ministre, qui sont prêts à travailler avec lui. Je ne comprends pas pourquoi, depuis près de 40 jours, les ministres n'ont pas de DC, n'ont pas de DAC. Oui, Vincent Folli, est-ce que le système duquel nous sortons, ce système de Boni Yayi qui a géré le pouvoir 10 ans durant, n'a pas laissé tellement de séquelles. Mais à plus forte raison, parce que ce monsieur il faut démêler le terreau avant. Le président Yayi choisissait jusqu'au planton dans les ministères. Oui, et c'était complètement inadmissible. On ne pouvait pas continuer avec ça. Voilà des gens qui sont venus au pouvoir le 6 avril, ça fait déjà plus de 40 jours, ils n'ont pas de décès. Les ministres n'ont pas de décès. En tout cas, il y a un, je crois, qui en a nommé la semaine dernière, je crois, c'est le ministère des Infrastructures. Au ministère des TP, oui. Des TP. Donc, ils travaillent avec des gens que Yayi a nommés. Et j'ai pu entendre... Mais les gens que Yayi a nommés, ce n'est pas des Béninois, non? Je suis tout à fait d'accord. Oui, mais lorsqu'on prend le pouvoir, on prend le pouvoir avec son équipe et on est prêt à travailler. Donc, les postes techniques, vous dites comme certains que ce régime ne s'était pas préparé, ces gens ne s'étaient pas préparés au pouvoir. Oui, j'ai l'impression que ça cafouille, ça tâtonne, ça n'est pas encore prêt à diriger le pays puisqu'on nomme des gens. Et récemment, ils viennent de nommer des gens et ça pose des problèmes. Des gens à la direction des sociétés, des gens que l'on a vus dans ce pays. Et moi, j'ai l'impression... Mais on ne va pas fabriquer de nouveaux Béninois quand même, Vincent Folli. Certainement. Mais un gouvernement qui s'appelle régime de rupture doit rompre avec ce que nous avons. Des gens qui ont dirigé des sociétés dans des conditions... Vous y mettez une certaine force d'ailleurs. Ah oui, je prononce le mot avec la force que mon confrère politicien peut bien apprécier. C'est un gouvernement de rupture et normalement on devait rompre avec certaines pratiques. On a vu des gens gérer la Sonapra, pour ne parler que de cette société. On les a vus gérer. Et on n'a jamais vu de compte rendu, d'audit pour savoir s'ils ont été de bons gestionnaires puisqu'ils ont été remplacés par d'autres. Les deux qui ont été nommés à la tête de la Sonacorp et à la tête de la CNCB sont passés par la Sonapra, qui est une structure de l'État qui a perdu toute crédibilité, qui n'a été requinquée que à l'occasion qu'on leur a donné, l'occasion qu'on leur a donnée de commencer à égrener, à vendre le coton à la faveur donc des mesures contre la SODECO de celui qui est au pouvoir actuellement. C'est pour dire que moi, ça me pose problème que des ministres qui sont nommés depuis près de 2 mois n'aient pas encore leur décès. Parce que c'est avec leurs hommes. Et surtout celui qui a suspendu le sien n'a pas encore, à la faveur de la possibilité donnée à eux de nommer des gens, n'a pas encore choisi son décès. Et je comprends son comité. Et je suis tout à fait gêné de voir que le pays, ça ne marche pas. Il n'y a rien, aucune action. Et j'ai pu dire au conseil technique, aux médias, je lui ai dit dans une conversation téléphonique que je ne trahis pas ici, que je ne vois encore rien. Parce qu'il ne se passe rien dans le pays. Voilà. Et donc vous êtes d'accord avec ce coup de gueule poussé cette semaine par Michel Adjaka? On va y revenir, Vigile. On va y revenir. Oui, on a prévu une tranche de cette émission pour cette protestation vigoureuse de Michel Adjaka. Le grand rendez-vous. Alors, Vincent Folli, vous en parliez tout à l'heure. Nous avons suivi les premières nominations du régime Talon cette semaine. Une grappe de directeurs sont remis à la disposition soit de leur ministère de tutelle ou alors de leur famille. Qu'est-ce qui a pu justifier la longue et insupportable attente des nominations? Insupportable d'abord pour les fonctionnaires en attente d'être promis, pas pour nous autres, Arimi Djoubari. Non, vous savez, les nominations, c'est du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Sur ça, c'est très compliqué de faire des débats. C'est lui qui apprécie qui on nomme, qui on nomme pas. Mais il y a des nominations qui ne dépendent pas directement de lui. Quand vous prenez, je crois qu'en Conseil des ministres, il y a des propositions de nomination. Et forcément, là, vous tombez encore sur les alliés qui sont avec, qui accompagnent le chef de l'État. Et à ce niveau, vous voyez des gens qui étaient dans le système Niaï jusqu'à la veille des élections, même pendant les élections, mais qui par la suite sont devenus ruptures, sont retrouvés au gouvernement. Et forcément pour ceux-là, c'est pas évident que les choses vont changer du jour au lendemain. Et on constate... Vous pensez que la rupture draine dans son sillage trop de reliquats du yaïsme? Vous prenez
le doyen Folli tout à l'heure disait, vous venez au pouvoir avec votre équipe. Mais lorsque vous êtes nommé à un ministère et que votre équipe est restée avec Yahi jusqu'à la fin du mandat de Yahi, c'est très compliqué après de prétendre que vous avez une équipe où vous les ramenez, tout le monde ne commence pas à crier pour dire, écoutez, ces messieurs-là ne devaient pas être à cette place-là. Et on constate... Est-ce que ce n'est pas là aussi la difficulté du nouveau pouvoir? Oui. Puisqu'il y a beaucoup, au second tour, on a vu beaucoup de personnes s'embarquer dans le train de la rupture pour accompagner Patrice Talon à devenir président. Et dès lors que le train est arrivé à la gare, il faut redistribuer les bagages et tout. Est-ce que ce n'est pas ça qui pose un peu de problème au président? Oui, forcément. Aujourd'hui, on a l'impression que... Yahi continue de hanter le pouvoir. Oui, mais quand on va plus loin, est-ce que Yahi et Patrice Talon, ils n'avaient pas les mêmes amis au fait? C'est pas la même famille? Oui, on peut le dire, puisqu'ils étaient ensemble pendant un bon bout de temps avant que les divergences n'apparaissent, pour que les deux soient très opposés les uns aux autres, l'un à l'autre. Sinon... Ce qui fait qu'on retrouve dans leur cercle d'amis les mêmes personnes. Oui, on peut pas aller inventer. On peut pas aller des Béninois, de nouveaux Béninois. C'est vrai que pendant 10 ans, il y avait une opposition, il y avait une légitimité d'opposition, incarnée par quelques partis politiques. Mais c'est pas il faut dire quelques résistants. Oui, mais c'est pas eux qui ont gagné le pouvoir. C'est pas eux qui ont gagné le pouvoir. C'est Patrice Talon et au second tour avec des gens qui étaient encore dans le système jusqu'à la fin. Et qui l'ont abandonné quelques heures avant, oui. Oui, quelques heures avant. Alors donc dans l'euphorie des élections et tout le monde est devenu rupture et puis bon, on a le résultat que nous avons. Et on sait très nettement que ces gens-là travaillent toujours soit à défendre des intérêts, soit à maintenir des précarés. Vous pensez qu'ils travaillent contre le système de la rupture? Mais ça se remarque très nettement. Ça se remarque très nettement. Lorsque vous voyez une machine, on a l'impression que c'est de l'intérieur que les gens travaillent pour l'échec de la machine. Ça, on n'a pas besoin encore de grandes analyses pour constater. Vous auriez préféré qu'on fasse quoi, Arémi Djoubari? Mais vous savez, ce que moi j'aurais préféré, c'est que ce soit des partis politiques, comment on appelle-t-on, pas ceux qui existent actuellement, des partis politiques de ce que nous appelons la nouvelle génération. Mais Patrice Talon n'a pas un parti politique. Oui, c'est ça le problème. Oui. Donc quand on dit il vient avec son équipe, de quoi l'équipe on parle? Il a des amis, certainement. Il a des gens qu'il connaît. Non, mais il parle de compétences, lui. Non, je ne sais pas de quelles compétences. Est-ce que vous mettez des aides devant? Enfin, on va pas refaire ce débat de compétences. Alors, relativement aux nominations du côté de la justice, nous avons lu sur la page Facebook de Michel Adjaka un violent commentaire. Ce Michel Adjaka, très entreprenant, président du non moins combatif syndicat des magistrats, et je le cite: certaines nominations faites par le gouvernement de la rupture dans le secteur judiciaire insultent la morale et n'incitent pas à la vertu. On ne peut pas prôner et promettre au peuple la rupture et s'empresser de recycler des magistrats sanctionnés par le Haut Conseil de la magistrature dans des dossiers criminels comme Amani Tidjani pour la corruption et Séverin Corvi pour défaut de compte rendu. Fin de citation. Est-ce que les nominations ne devraient pas tenir compte quand même du passif des heureux promis Vincent Folli? Je crois, et le président Adjaka sait de quoi il parle lorsqu'il dit des choses aussi graves. Parce que c'est un militant, il fait partie de ceux qui ont créé des problèmes au régime précédent. Je crois que s'il y a quelqu'un à décorer dans ce pays en matière de lutte, de veille citoyenne, on pourra penser aux magistrats de l'UNAMAP pour ne pas aller trop loin. Mais je vais revenir en arrière. On dit trop de choses et j'ai l'impression que nous allons escamoter le débat. Ce régime a un problème de communication. Et vous voyez, le président, dès ce problème de communication, est-ce que c'est pas parce que vous établissez un parallèle avec l'hypercommunication et l'hyperactivité de Boni Yahi auquel on a assisté pendant 10 ans? Parce que c'était lui qui était l'actualité, c'était lui qui fabriquait l'actualité, c'est lui qui disait ce qu'il fallait faire, c'était lui qui donnait le sens
de l'information. Alors, vous voyez, il y est-ce a que c'est deux pas groupes... ça qui vous manque un peu? Non, ça me manque certainement en tant qu'informateur, puisque j'ai besoin d'informations et je ne peux pas inventer les informations. Le journaliste ne crée pas les informations. Il ne publie que ce qui se passe, ce que les hommes font. Nous, on ne fait rien. Nous ne sommes pas des acteurs politiques. Et bon, je veux dire qu'un problème de communication et deux exemples vont suffire tout ça. Le premier jour, lorsqu'on a donné les résultats définitifs, le président de la République a parlé. Il a dit des choses que nous avons entendues. Mais par la suite, lorsqu'il a formé le gouvernement, on n'a plus vu ces choses-là. Il dit, je ne veux pas faire un gouvernement de remerciements, vous vous souvenez, ni de parité en parlant des femmes, ni de... Mais vous avez vu le remerciement où? Le remerciement est patent. Dans le gouvernement actuel, ça se voit que des gens ont été remerciés. Et pour ne pas parler trop loin, il y a des gens qui ont été remerciés pour leur participation au gouvernement, pour leur participation à la campagne. Ça, c'est sûr. C'est d'ailleurs normal. Vous avez voulu qu'il ne choisisse personne dans son entourage. Non, c'est d'ailleurs normal. Ceux qui ont mouillé le maillot avec lui. Non, j'ai dit tantôt qu'on vient avec une équipe. Le drame dans notre pays, c'est qu'il n'y a pas de parti politique et c'est toujours un homme qui se lève. Donc, en fait, et l'homme est obligé. Le problème, Vincent Folli, c'est qu'il est promis ne pas remercier et finalement remercier. Et là, finalement, remercier et il continue de remercier. Et j'ai comme l'impression que sa communication n'est pas tout à fait au point. Et je ne reproche rien à celui qui est chargé. Je crois que c'est son style qui est comme ça, de ne pas dire des choses ou de dire trop de choses à la fois. Regardez, le deuxième exemple que je vais donner, c'est la déclaration sur le désert de complaisance. Vous avez dit que vous ne voulez pas en parler, mais je crois que ça a été... Bon, on a dépassé ce débat. Non, on ne peut pas le dépasser comme ça. Ah bon? Parce qu'il est obligé de corriger après, de parler de maire, de compétences, d'après ce que mon confrère vient de dire tantôt, je n'ai pas suivi. Mais ça gêne. Et avant ça, peut-être dans l'interview à la presse internationale... Non, la communication du chef de l'État doit être une communication calculé avant que le chef d'État n'aille se parler. On a parlé d'Hitler, qu'il se grimait, il regardait le miroir, il tentait de dire, parce qu'il veut frapper l'opinion. Un homme politique, attendez. Non. L'homme politique, c'est d'abord quelqu'un qui sait parler. Vous voyez, la démocratie dont nous parlons aujourd'hui vient de la Grèce antique, vient de la Rome antique. Et il y avait des rhéteurs, c'est-à-dire des gens qui savaient manier la langue, qui la tournait pour pouvoir captiver l'opinion de la plèbe, c'est-à-dire du grand peuple. Donc, nous avons dans notre pays un déficit d'hommes capables de mesurer la parole et de savoir dire en son temps ce qu'il faut dire et de ne pas aller au-delà. Ces hommes sont où, à votre avis? Et de ne pas aller au-delà de ce que l'on pense. Et j'ai l'impression que de ce point de vue, le président parfois, tel qu'il se comporte, sa parole, lorsqu'elle sort, elle va au-delà. Autre chose, troisième exemple, c'est l'interview qu'il a donnée à nos confrères de Le Monde. Il a dit, ce n'est pas il aurait dit, et moi, je pense tout le temps à moi. Il a prononcé la phrase plusieurs fois. Et il dit, c'est après que je pense à ce que je vais faire pour le pays. Non, c'est pas ça qu'il a dit exactement. Dites-moi exactement ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Nous avons tous vu l'interview. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, je pense d'abord à moi. Je crois que l'homme politique, c'est d'abord celui qui veut se mettre au service de la population, du grand nombre. Le propre de l'homme, c'est d'abord de penser à lui. Mais il y a des gens qui disent, bon, je veux vous servir, je viens pour vous servir. C'est très fort ça. Bon, maintenant, vous allez revenir à ma question. Parce que votre question sur les nominations. Non, par rapport au poste de Michel Adjaka. Michel Adjaka, c'est de quoi il parle. Moi, je ne suis pas magistrat. Et celui qui est au ministère de la Justice, dont il parle des nominations, est un homme de droit. Est-ce qu'on devrait... Sur le principe, oui. Mais sur le principe, si on devrait est-ce qu'on ne devrait pas tamiser un gouvernement de rupture devrait aller chercher des cadres qui ne sont pas compromis par le passé, par des choses comme ce que vous avez dit, l'affaire Amani et d'autres affaires Kourovi. Je crois que c'est de ça qu'il a parlé. Je suis tout à fait d'accord avec lui et personne ne peut lui reprocher ça. Et je crois que dans la liste, il m'a dit que la conversation que j'ai eue avec lui pour qu'il m'explique un peu de quoi il s'agit, il dit que le décès actuel, c'est un cas typique, mais qu'il y a 3 autres noms que le Conseil n'a pas retenu
mais que le Conseil supérieur de la magistrature a validé et qui ne sait pas pourquoi ces 3 noms ne se retrouvent pas. Mais c'est peut-être à cause de sa dénonciation. Des gens qui sont compromis dans des dossiers scandaleux par le passé, qui se sont retrouvés. Je crois qu'un gouvernement... C'est à quoi ça sert, la veille citoyenne? Oui, la veille citoyenne sert à ça. Arimi, tu vas aller sur la question, peut-être? Non, je n'ai pas... vous savez, Monsieur Adjaka a fait un post, j'ai vu sur son mur Facebook. C'est sa page. Oui, une fâcherie grave. Il était véritablement en colère. Oui, mais je n'ai pas perçu très bien, je n'ai pas très bien perçu de quoi il parlait. Je sais qu'il reprochait le fait qu'on ait nommé des gens qui étaient impliqués dans le dossier Amani ou qui n'avaient pas joué leur rôle correctement dans le dossier Corvi. Mais je ne connais pas les personnes dont il parle, à quel poste, quel est le ministre. Et bon, c'est vrai que on revient toujours à la communication. Normalement, après un rush de cette gravité, il devait quand même avoir une explication. Une explication, ou comme l'a fait le ministre Serreto quand... vous savez qu'officiellement, personne ne l'a accusé. C'est sur les réseaux sociaux. C'est les réseaux sociaux qui l'ont accusé. Et quand même, il est venu à la télévision nationale. Oui. Il est venu à la télévision nationale s'expliquer. Ici... Ça n'a convaincu personne. Oui, mais au moins, il a fait l'exercice. C'est important. Lui-même a dit, il ne fait pas le débat de droit. Puisque effectivement, non, il a posé le problème de l'intérêt général. Non, voilà, il a parlé à un homme politique. Il a dit, moi je ne parle pas de ce qui est, mais moi je veux parler de ce que moi j'ai pensé. Moi je n'ai pas pensé faire du mal, je pensais faire du bien, je pensais défendre l'intérêt général, etc. Donc ici on aurait pu avoir aussi peut-être un recadrage ou une explication ou quelque chose de ce genre. On est toujours dans le problème de déficit de communication. Le fait de laisser oui. Vincent Folli, vous parlez tantôt de remerciements. Est-ce que vous en avez vu aussi ici? Est-ce que vous trouverez ça comme un remerciement? Parmi les magistrats promus, il y a un qui a connu donc de l'affaire de non-lieu de coup d'État, machin, et empoisonnement, qu'il avait connu du moins au niveau de la cour d'appel. Lui également, il a été promu. Oui, c'est ce que j'ai appris et je trouve qu'il y a quelque chose qui gêne. Il y a quelque chose qui gêne. Bon, je ne peux pas aller plus loin que ça parce qu'il faut voir dans le temps ce que ça va donner. Mais le régime a un problème de communication. Mon confrère a dit tantôt que le Conseil des ministres, regardez, quand ils sont venus, ils ont dit, nous on va faire le Conseil des ministres en 3 heures. C'est-à-dire de 9h jusqu'à midi. Parfois, ils finissent même avant midi. Et qu'après, le ministre chargé, secrétaire général, donne un point général de ce qui a été dit. Le premier conseil a respecté ça. C'est-à-dire presque 2 heures après le conseil, le ministre Koupaki est venu effectivement à donner les grandes lignes. Le même jour, à 20h, les journaux ont reçu le communiqué du gouvernement. Mais par la suite, les choses ont flanché. Et je n'ai pas compris pourquoi on doit attendre 2 jours pour pouvoir avoir le compte-rendu que nous avions avec l'ancien régime de manière tout à fait épisodique parce que ça faisait... Tout ça va rentrer dans notre s'il vous plaît. La machine sera plus ou moins huilée. Et donc, les gens se cherchent encore. Et moi, je dis c'est une bonne trouvaille de dire que, de faire ce qu'ils font actuellement, un conseil des ministres en 3 heures, parce qu'avant, le conseil des ministres, ça durait parfois des jours. Le président interrompait et disait, bon, on poursuit plus tard. Et après, le compte-rendu, c'est en fin de semaine que nous l'avons de manière tout à fait extraordinaire. Mais c'est bien de faire ce qu'ils font. Que le ministre vienne dire. Parce que je crois que nous sommes dans un pays organisé, des cadres rompus à la tâche, des administrateurs. Regarde, lorsque vous assistez à une réunion, à la fin de la réunion, vous pouvez pouvoir donner le compte-rendu de ce qui a été dit, les grandes lignes. Et après, on nous donne le relevé. Mais depuis quelque temps, ce n'est pas ça. Et puis, nous avons construit une distorsion entre le communiqué du Conseil des ministres et d'autres informations qui circulent sur WhatsApp. Et c'est à ce propos que le président, le chargé de communication du président aurait dit que non, on n'est pas obligé de publier toutes les informations. Et il aurait dit, voilà, si vous voulez, on ne peut pas donner le nom du DG de la SBE.
Ce n'est pas ça qui intéresse. C'est d'abord personnel. Les populations veulent voir la fin du délestage. Je regrette de lui dire que ce n'est pas normal. Parce que si on veut, les populations doivent savoir qui est-ce qui dirige la SBE. Est-ce que c'est un cadre qui a été compromis dans des malversations, ou bien c'est quelqu'un qui est tout à fait chaud là? Bon, on présente son profil, on a besoin de le savoir. Qui a été nommé à la SBE? Ce n'est pas anodin. Donc, ce qui circule sur les réseaux sociaux, des listes parallèles qu'on vient nous donner par la suite, je trouve que ce n'est pas bon. Il faut qu'il y ait une information officielle qui soit donnée par des canaux officiels, et lorsque nous l'avons, nous savons à quoi nous en tenir. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Le grand rendez-vous. Alors, chers invités, parlons à présent, si vous le voulez bien, des réformes politiques et institutionnelles. La machine est à peine lancée que déjà des protestations montent au sujet de ce que Patrice Talon voudrait présenter comme la principale innovation de cette mutation. Bernard Lani-Lavore a indiqué que la renaissance du Bénin est contre le mandat unique, tout comme Amos Elegbert au nom de ce qui reste des FCBE. Mathurin Nago pour le compte du FDU, ainsi que Jean Kwaku Zounon intervenant au nom du PCB. Alors le phare de Léon Bani Biobigou y est favorable, ainsi qu'on peut le constater dans une publication parue cette semaine. Alors Arimi Tchoubari, comment comprenez-vous cette levée de bouclier avant même la fin des travaux de la commission des réformes mise en place par le chef de l'État? Moi je n'ai pas l'impression qu'il y a un débat. On est contre, on est pour, on ne voit pas les arguments. On voit seulement les postures. Nous on est contre. Ok, vous êtes contre, mais Pourquoi? Oui, nous sommes pour, oui. Pourquoi? Je crois qu'on devait être dans cette dialectique-là plutôt que dans les postures de... On commence pas à compter les gens, les pour, les contre. Vous avez l'impression que certains ont voulu faire du nombre? Oui, qui sortent les arguments, qu'on vienne nous dire, oui, un régime unique, enfin, un mandat unique, 7 ans, c'est pas 7 ans, 5 ans, les nuances qu'on veut y apporter. Ça pose tel problème, ça etc. pose tel problème, on veut ce débat-là. Vous avez l'impression d'être en face d'une série d'incantations, de gens qui disent qu'ils ne sont pas d'accord, mais oui, pourquoi on ne sait pas. Oui, voilà, même ceux qui opinent aujourd'hui. Ah, mais quand là, j'ai lu un test, long test d'un monsieur qui dit, moi je suis contre. Mais à la fin, je n'ai pas retenu grand-chose. Et du côté de ceux qui sont pour également, Il y a pas grand-chose. on ne voit pas les arguments. On dit, ouais, on fait de la caricature. Un président qui n'est plus candidat à quelque chose, il est libre, il travaille normalement, etc. Bon, ça c'est de la caricature. On sait très bien aujourd'hui que le président Talon est obligé de tenir compte, quand bien il n'est pas candidat, à sa succession, il a besoin... Il n'est pas candidat. Oui, il a besoin d'une majorité à l'Assemblée pour faire avancer sa réforme. Donc il doit faire de la politique. Et on est en plein dedans actuellement. On parle de remerciements, on parle de... Oui, parce que s'il prend le risque de se fâcher avec tout le monde, il va finir son mandat sans avoir rien fait. Et il fait, comment on appelle-t-on, il ménage des gens parce qu'il aura besoin de demain. Et c'est ça qui fait qu'on parle de politique. C'est comme le disait Boni, il y a quelques crocodiles qu'il faut caresser dans le sens. Enfin, je n'irai pas là. Oui, et puis vous savez, aujourd'hui, on a... je crains qu'on ne transforme ce débat-là en un débat national et qu'on détourne les Béninois de leur occupation quotidienne. Parce qu'on a fini les élections, on a fait 2 ou 3 élections, on rentre dans un débat de révision de la Constitution, tout le monde se met, comment on appelle, tout le monde se rue vers la-bas, qu'on veut faire débat national, etc. Moi je crois que ces genres de réformes, ça devait être dans un cadre politique. Hein? Et la première, je veux, au risque de me répéter, la première des réformes, c'est la réforme du système partisan. Dès que nous installons les partis de donc tout niveau... Pour vous, c'est le principal... C'est un débat politique. C'est un débat politique. Je ne vois pas... Il faut ceux qui sont confrontés, ceux qui éprouvent quotidiennement la Constitution, il n'y a que eux qui puissent dire à quel niveau il y a des problèmes. Nous ne sommes pas dans des états généraux de la République. Et comment vous expliquez cette fixation aujourd'hui sur le nombre de mandats? Oui, parce que c'est une volonté exprimée à plusieurs reprises par le chef de l'État. On a l'impression que c'est devenu un enjeu présidentiel. Et selon qu'on veut plaire ou ne pas plaire à Patrice Talon, on dit je suis contre ou on dit je suis pour. Vous connaissez très bien comment ça se passe. Alors, ce que vous dites est d'autant plus important que pendant la campagne électorale, le candidat avait annoncé clairement des réformes. Il a parlé du mandat unique, mais personne n'a osé la moindre protestation.
Mais alors, comment se fait-il qu'il mette en œuvre ce qu'il a annoncé et ceux qui l'ont soutenu au second tour figurent parmi ceux qui s'agitent? Enfin, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'il a proposé clairement, je vais faire un mandat unique, je vais faire des réformes pour fixer le mandat unique dans la Constitution. Et c'est lui que vous avez choisi. Et c'est lui que vous avez choisi de soutenir au second tour. Il a été élu et dès les heures qui ont suivi, il commence par mettre en pratique, en œuvre ce qu'il a dit. Et vous êtes les premiers à vous mettre dans la posture de ceux qui sont contre. Enfin, il y a un problème. Vous qui êtes à l'Assemblée nationale, qui fréquentez souvent les députés, vous devez comprendre la logique qui sous-tend ce genre de raisonnement, Arimi Choubali. Non, enfin, je ne suis pas porte-parole de l'Assemblée nationale. Enfin, je n'ai pas dit ça non plus. Mais la proximité... Vous lisez la psychologie des députés plus souvent. Comment ça fonctionne chez eux? Non, vous savez, ça va être un tout autre débat quand ça va venir à l'Assemblée. Ça, c'est pas par rapport à ma position, c'est par rapport à notre position, à nous tous. Nous connaissons suffisamment ici beaucoup de députés, la psychologie du milieu, etc. Ils auront forcément le dernier mot, enfin, le dernier ou l'avant-dernier, si éventuellement on devait aller à un référendum. On doit y aller, c'est oui, d'après ce que le président Talon a dit. Non, c'est pas le président Talon qui décide on y a au référendum ou pas. La Constitution dit si le test obtient 4/5, il n'y a plus de référendum. On peut pas, si le test obtient 4%, je ne vois pas comment le gouvernement, sur quelle base juridique le gouvernement peut aller organiser un référendum. C'est quand on tourne autour de... On n'atteint pas les 4/5. Vous savez, on a déjà fait la révision ici une fois. On venait je crois, en 2006. En 2006 l'article 80 de la Constitution pour harmoniser le mandat des députés avec les autres vos mandats en amenant à 5 ans. Mais c'est vrai qu'après le processus a été arrêté par la Cour constitutionnelle. Donc c'est pas quelqu'un qui décide à l'avance s'il y aura un référendum ou pas. Donc le débat viendrait à l'Assemblée nationale. Peut-être qu'à ce niveau-là, les politiques vont jeter leur... C'est vrai, aujourd'hui, on a... Enfin, je ne parle pas des gens du PCB qui, eux, naturellement, sont souvent... ils n'ont même pas voté la Constitution en 90, je crois. Et donc, en dehors de ceux-là, il y a quelques hommes politiques qui ont donné leur avis. Mais moi, je reste sur ma faim, je reste sur ma soif. Je n'ai pas eu les éléments qui peuvent... Oui, mandat unique. Vous savez, le problème... Encore que ce n'est pas la principale réforme, le mandat unique. Il n'y a pas que ça à réviser dans la Constitution, non? Oui, on est dans une ère de marchandage. Et chacun veut se positionner par rapport à ça parce que c'est porté par le président de la République lui-même. D'accord. Donc on a l'impression peut-être que ceux qui sont laissés en rade ont envie de se rappeler au bon souvenir du président de la République. Oui, il y a par exemple la création... donner quelques clientèles. Il y a par exemple la création du Sénat. Oui, un État qui veut se dégraisser. Donc il n'est pas un truc comme ça. Oui, mais là, il n'y a pas de débat. Personne n'en parle. Voilà. Ça ne gêne pas grand monde. Oui, il y a posé... Parce que le chef de l'État a dit, je veux faire maigrir les dépenses publiques. Voilà. Je veux faire maigrir les dépenses publiques. Et pourtant, alors, il y a un débat, sur le Sénat, je ne crois pas qu'on soit sur le... Non, il y a un débat sur le Sénat. Ceux qui sont pour, ils ne disent rien. Ils sont contre, ils ne disent rien. Et tout ce qui les intéresse, c'est ce que le président de la République a affiché à plusieurs reprises, le mandat unique. Et puis, c'est un processus de révision, ce n'est pas une nouvelle constitution qu'on est en train de faire. Et je crois savoir que la Cour constitutionnelle a rendu une décision qui a exclu certains articles du champ de révision. Alors, donc ça devrait alléger la tâche. Je ne sais pas si on a tenu compte de cette jurisprudence. Et on a l'impression qu'on peut tout faire avec cette constitution, au risque même d'aller à une nouvelle constitution. Alors donc, ces débats-là, je ne les vois pas venir. Je vois seulement les postures. Moi, je ne veux pas donner mon avis sur le mandat unique ou pas. Cela ne vous semble pas important? Non, personnellement, je n'ai pas beaucoup d'exemples de mandats uniques dans le monde, en dehors de Haïti. Je sais que les Philippines. Je sais que le Mexique l'a expérimenté, l'a abandonné, l'Argentine, etc. Bon, il y a le grand frère ajoute les Philippines. Donc je n'ai pas beaucoup d'exemples dans le monde. Le Bénin peut toujours rejoindre ce trio-là. Et puis vous êtes tous d'accord que le Bénin n'est pas un pays quelconque, un pays comme les autres. Vincent Folli, est-ce que vous comprenez quelque chose? Parce qu'il y a quand même un problème. Non, il faut comprendre. Quand on a dit oui et que quelques semaines plus tard, on peut dire non à quelque chose. Oui. Est-ce que c'est moralement admissible? Oui. Écoutez, je vais dire quelque chose. Il faut féliciter le président élu d'avoir au moins, dès le début de son régime, cherché à
comment on peut honorer une promesse qu'il avait faite de commander les réformes constitutionnelles. C'est du jamais vu depuis 1990. On n'a jamais vu, on fait les réformes constitutionnelles au gré des humeurs, souvent à la fin d'un deuxième mandat, et ça gêne beaucoup, et c'est ce qui gêne, ce qui a souvent gêné dans notre pays. Donc, quelqu'un qui vient et il dit, moi, je veux qu'on réforme, et il met en application cela. Je crois qu'il faut le féliciter pour ça. Cela dit, je crois que pendant la campagne n'est pas une période de débat. La personne vient, il dit, je veux faire ceci, je veux. Et vous s'il rencontre, je ne sais pas si les gens applaudissent. Moi, sur le mandat unique, j'ai mon opinion, et en fait, mon opinion d'auditeur réaliste, je peux l'exprimer dans mon journal. Bon, ça plaira à qui voudra bien lire, mais ce n'est pas... Oui, j'ai mon opinion là-dessus. Mais cela dit, je dis que les hommes politiques, il faut les comprendre. Il faut les comprendre. Actuellement, les gens, mon confrère parle de posture. Il n'y a pas que de posture. Les communistes ont été les premiers. Et je crois jusque-là les seuls avec le PSD, parce que j'ai publié leur document, où les communistes ont exprimé quelle constitution pour le Bénin. Un texte bien cohérent où ils donnent leur opinion, qui est leur opinion et qui peut susciter aussi des débats. Ce qui n'est pas le cas de tous les autres. Bon, le cas de tous les autres, j'ai entendu le président Nago dire qu'il est contre le mandat unique, et j'ai entendu un autre dire qu'il est contre aussi. Mais ceux qui ont dit je suis contre, mais il faut qu'ils disent pourquoi on est contre. Moi, je crois que le problème est simple. J'ai comme l'impression, comme nous l'avons dit depuis le début de ce débat, qu'il y a une fixation du président élu sur la manière dont Yahi a géré le pays. Ah oui, quand on cherche un deuxième mandat, voilà l'argumentaire qu'il a présenté pendant la campagne. Et le premier mandat se passe toujours bien, mais c'est au cours du second que les choses se gâtent parce que le pays est mal géré. Et nous avons vu l'exemple avec le président Yahi. Mais le président Yahi n'est qu'un homme qui est passé à la tête. S'il vous plaît. Est-ce que cet exemple de Boni Yahi, ça n'a pas été une gouvernance totalement normale? Oui. D'accord, ça n'a pas été une gouvernance normale. Oui. Tout le monde s'accorde là. Oui, mais est-ce que cette gouvernance n'a pas profité d'un certain nombre de failles qu'il y a dans notre... Certainement. Là, on dit le meilleur test ne vaut que par les hommes ou chargés de le mettre en œuvre. C'est-à-dire, on peut avoir le meilleur test et possible. Et je crois que notre constitution est l'une des meilleures que nous ayons eu en Afrique parce qu'on a toujours tenté de la reviser. Et chaque fois, le président a buté contre la population, contre les désirs de la société civile, des médias qui se sont pris. Parce que le désir de réviser la constitution pour se donner un troisième mandat, ça date de Kérékou. Ça date de Kérékou. Et quand il a tenté, il y a eu le mouvement Élan. Et les autres, la presse, on a lutté. Ce n'est pas que c'est avec le président Yahi. Le président Yahi. Le président. Non, je n'ai pas dit. Les Béninois ne sont pas. Oui. Ils sont frileux par rapport à la révision de la Constitution. Oui, mais moi je crois qu'il faut faire en sorte, il faut faire confiance aux populations. Il faut pas être frileux parce que quelqu'un comme le président Yahi est venu diriger le pays et qu'il a fait ce qu'il a fait. C'est-à-dire, l'homme Yahi est un homme particulier qui est différent d'un autre. La manière dont il a traité le dossier Talon, par exemple, n'aurait pas été traité de la même manière par le président Mbedji s'il avait été là, par le président Bruno Moussou s'il avait été président. Yahi, c'est Yahi. Et donc, on ne peut pas dire que le destin d'un pays est lié à la manière dont un homme a dirigé. Je crois qu'il faut faire confiance à la société civile. Oui, mais Vincent Follet, au-delà donc de la personne de Talon, de Yahi et tout le reste, est-ce que la proposition de mandat unique ne vient pas comme une réponse à l'éternelle question, cette hantise des Béninois et des démocraties africaines en général, de est-ce que le président ne va pas se perpétuer, est-ce que au terme des deux mandats, il va partir? Oui, c'est un débat, c'est humain. Que quelqu'un qui a eu un deuxième veuille avoir un troisième, c'est humain. Mais le peuple doit être là pour lui dire, et comme on l'a prouvé en 2006, si je ne m'abuse, en 2006 avec Kérékou, en 2015 avec le président Yahi, il a commencé depuis 2012 à chercher à reviser. Je crois qu'il faut faire confiance aux populations. C'est humain qu'un homme, après, même quand on a décidé qu'il n'y aurait que 2 mandats, c'est humain qu'un homme cherche à avoir un troisième.
Maintenant, il trouverait en face de lui des gens qui vont lui dire non. Mais pourquoi ce serait gênant? Pourquoi? Ailleurs, au Congo, on n'est pas arrivé à dire non. Dans d'autres pays que vous connaissez, ils n'arrivent pas à dire non. Ils sont en train de lutter. Il faut faire confiance aux populations. C'est quand la situation est mûre. Non, le Congo n'est pas le Bénin. Ce n'est pas les mêmes réalités. Je veux dire tout simplement que les changements dans un pays ne peuvent pas être bloqués. On ne peut pas continuer à dire on ne peut pas reviser tel aspect. C'est en cela que je suis d'accord avec nos amis communistes. Mais tout est changeable. Le peuple peut changer d'avis à un moment donné. On peut décider de donner 3 mandats aux États-Unis. Il y a un président qui a eu un 3e mandat. C'est le président Roosevelt pendant la guerre. Il était paralysé, malgré ça, on lui a donné un 3e mandat. Mais depuis, ils ont institué de manière tout à fait tacite le mandat, 2 mandats. Moi, je crois qu'un mandat, c'est ce que je lis sur les réseaux sociaux actuellement, que c'est un mandat de 7 ans et non renouvelable. Moi, je trouve supporter un président pendant 7 ans, c'est long. Et la pratique dans le monde aujourd'hui, les 7 ans, la France a fait les septennats avec De Gaulle, qui n'a réussi qu'à faire un seul. Mitterrand a été le seul président de la 3e République à avoir fait 2 mandats. Chirac aussi a fait un mandat de 7 ans, un mandat de 5 ans. Un mandat de 7 ans, un mandat de 5 ans. Et maintenant, c'est à 5 ans. La tendance dans le monde, c'est 5 ans. Regardez au Sénégal, actuellement, ils ont commencé un dialogue. C'est pour ramener le mandat à 5 ans. Comme Macky Sall l'a promis. Seulement qu'il a dit que je vais me l'appliquer. Et ce que les Sénégalais lui reprochent, c'est qu'il ne veut pas se l'appliquer. Et il dit, maintenant, la Cour constitutionnelle n'a qu'à décider. La Cour constitutionnelle a décidé ce qu'elle a décidé, à savoir que, on peut pas, une loi n'est pas rétroactive. Mais moi, je crois qu'il faut suivre le président Talon comme du lait sur le feu. Et le prendre au mot quand il dit, je vais partir dans 5 ans. Il faut faire en sorte qu'il parte effectivement dans 5 ans. Et ça, on n'aura pas besoin de l'avis de la Cour. Non, on n'aura pas besoin de l'avis de la Cour, mais il paraît qu'ils vont mettre qu'un président qui a déjà régné et dirigé ne peut plus diriger. D'accord. Il n'empêche que les gens tentent toujours. Donc, nous devons rester et le marquer à la culotte pour qu'il respecte son engagement de ne faire que 5 ans pour donner le pouvoir aux politiques, parce que c'est les politiciens qui peuvent diriger un pays, parce qu'ils en ont la capacité. C'est que ici, notre classe politique est encore molle, elle n'a pas d'ambition, elle n'a pas... Merci d'ajouter ça, parce que quand vous dites que c'est les politiques qui gèrent le pays, ils n'ont pas montré beaucoup d'entrain depuis bien longtemps, nos politiques. Oui, c'est vrai, mais je crois qu'il y a une nouvelle génération de politiciens qui va certainement émerger et qui va tirer leçon de toutes nos faiblesses du passé. Vous l'avez déjà vu, ils sont à quoi ou à Godomé? Ils sont partout dans le pays. alors, il faut avoir confiance à ce pays. Alors, vous avez publié les propositions du Parti social-démocrate oui. Pour les réformes institutionnelles et politiques. Ouais. On y lit des propositions se rapportant à la création d'une chambre au Parlement, d'une deuxième chambre. Et beaucoup d'autres choses. Arimi, vous avez lu cette proposition, qu'est-ce que vous en pensez? Je n'ai pas lu. Non, je n'ai pas lu, mais je crois savoir qu'ils ont parlé aussi d'une loi de programmation. Exactement, qui s'étend sur 7 ans. Oui, et qui sont d'accord avec le mandat unique. Bien sûr, son mandat, voilà. Oui, donc, c'est des trucs qui pêle-mêle. Moi, je vois pas... Moi, mon problème, c'est que je ne vois pas beaucoup d'éléments pour supporter les partis politiques. Les plus d'opposition. Non, pour moi, ce débat-là, c'est un débat des politiques. N'allons pas fatiguer. Non, mais en même temps, ils vont pas s'enfermer dans une chambre, faire le débat de politique et nous sortir un truc et nous faire un bébé dans le dos. Non, attendez, vous n'avez pas dit ça, c'est un débat de politique, mais la condition, c'est d'abord pour le peuple. Non, ici, c'est pas qu'on veut aller à une constitution, une nouvelle constitution. On veut corriger. Il y a des gens qui l'ont pratiqué. D'accord. Vous n'allez pas aller. Mais on ne peut pas leur laisser à eux tout seuls de modifier la constitution. Je ne sais pas à quel moment, vous, ici, sur ce plateau-là, vous avez été confronté à des difficultés de la constitution. Si vous en avez eu, vous portez ça à la connaissance. Mais en même temps, la constitution, la constitution n'est pas destinée seulement aux praticiens du droit. Mais vous n'allez pas nous dire que parce que tout le monde passe sur la route, pour construire la route, pour la réparer, il faut que tout le monde vienne le faire. Non, mais quand on veut dévier la route, on prend au moins la vie des gens. Non, bon. Ah oui, quand vous déviez la route et passer ça dans le village attendez. Dégager les maisons des gens dans un village, vous prenez de leur vie tout de même. On ne va pas ennuyer nos paysans, dire cessez le boulot à venir, on va discuter de la Constitution, c'est pas possible. La Constitution, ce sont les politiques qui l'ont éprouvé depuis 25 ans. D'accord. Ils savent à quel niveau ils ont eu des difficultés.
Et c'est la révision de la Constitution. Non, mais à vous entendre, il suffit de les laisser s'enfermer dans une chambre et puis nous Non, sortent un pas truc ces et on partis- applaudit, non, et on applaudit, ça va? Non, pas ces partis politiques-là. Il y Ah a bon? une réforme qu'il faut faire, la réforme du système partisan. Hein, vous finissez de faire ça, vous avez les partis politiques de type nouveau, pas comme l'annonce le doyen Folie. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, vous avez dit qu'il y a une nouvelle génération. Ah, d'accord. De politiciens. Oui, il faudrait que cette génération soit Ils ont encadrée. disséminé dans l'ombre. Voilà, il faut que cette génération soit encadrée dans un nouveau système partisan, hein, qui nous... Non, mais à vous entendre, on devrait peut-être faire la réforme du système partisan avant de réviser la Tout à fait. Constitution C'est la première réforme. et laisser aux nouveaux partis Parce que politiques, aux nouveaux leaders politiques de réviser la Constitution. Non. Vous savez, le système partisan a été prévu par l'article 5 de la Constitution. Et après, on a parlé de la charte des partis qui devaient accompagner. Mais après, il devait y avoir d'autres tests d'application, comme le financement public, par exemple. C'est comme si on disait au Parlement, vous votez les lois, vous contrôlez l'action du gouvernement, mais on ne leur donne même pas un siège, on ne donne pas un budget de fonctionnement, on ne donne rien. Le Parlement n'aurait jamais rien fait depuis 25 ans. C'est la même chose pour les partis politiques. La Constitution a dit animer la vie publique, solliciter les suffrages. Et après, il n'y a eu aucun test d'application pour leur donner les moyens Il d'y arriver. y en a eu. La charte On va laisser la parole rapidement. Non, écoutez, il faudrait pas. On va pas refaire je crois la charte des partis a déjà prévu. Est-ce que vous savez que il y a une disposition de la charte qui dit que lorsque vous vous présentez aux élections 2 fois et que vous n'avez pas un certain pourcentage, le ministère de l'Intérieur peut prendre la décision De vous rayer de la liste des partis politiques. Mais ça n'a jamais été fait. Ça n'a jamais été appliqué. Non, c'est pas de ça que moi je parle. Ah bon? Moi je dis, si on avait mis en place l'Assemblée nationale et qu'il n'y a pas eu la loi portant avantages et indemnités accordées aux députés, personne n'allait même accepter d'aller s'asseoir là-bas. Si on avait créé la présidence et qu'il n'y a pas un décret qui parle de fonctionnement, de financement, de comment la présidence doit évoluer et que le chef de l'État doit sortir l'argent de sa poche pour faire fonctionner la présidence, il n'y aurait plus de président ni de gouvernement. Mais ici, on dit, la Constitution dit aux partis politiques animer la vie publique, mais on laisse l'attitude au président du parti de sortir l'argent de sa poche. Non, s'il vous plaît. Pour continuer. Non, Non. attendez. Oui. Attendez. C'est ça qu'on appelle les lois d'application. Pour faire appliquer une disposition de la Constitution, c'est pas la disposition qui, elle-même, la charte des partis, ça fait partie du bloc de constitutionnalité. C'est prévu par la Constitution qu'il y a une charte qui va venir arranger les partis et tout. Mais, il reste maintenant comment fonctionne un parti politique. Personne ne s'en occupe. Si vous ne vous en occupez pas, vous n'avez pas demain dit oui, ça fonctionne mal. De toute façon, il y a des choses qui sont prévues depuis bien longtemps, que personne n'a jamais mis en œuvre à Rémi Tchoubari. Oui, Même en faisant les réformes, il va falloir bien qu'on applique ces choses-là. Oui, par exemple, le financement public des partis politiques, par exemple, le respect des dispositions de la charte des partis politiques. Il y a plein de trucs dedans qu'on ne fait pas. Ne fait pas. Oui. Et donc, c'est parce que on a laissé faire toutes ces choses-là, on a montré tout ce laisser aller que nous en sommes arrivés là où nous en sommes. Vincent Folie, vous avez envie de oui, je veux dire à mon confrère que certainement il y a des décrets d'application qu'on aurait dû prendre ou des lois d'application qu'on aurait dû prendre qu'on n'a pas prises, ça c'est vrai. Et cela dit, je crois que la panacée du système partisan, tout le monde voit, bon, les partis n'ont pas les moyens, il faudrait que l'État leur en donne, mais on va donner les moyens à qui? C'est la loi qui détermine ça. Oui, bien sûr, la loi va déterminer sur quelle base. Oui, mais... Actuellement, la charte des partis dit que si un parti se présente aux élections plusieurs fois et qu'à un certain pourcentage, il sera financé par l'État. Mais est-ce que c'est ça? Est-ce que les partis font le travail? Non, il y a s'il te plaît, est-ce que tu peux me laisser plus tantôt? J'aimerais finir en quelques secondes. Oui. Il y a une différence dans le financement de la campagne électorale. Et le financement des partis politiques, je vois bien la différence. Il faut leur permettre d'avoir les moyens de faire ça. Mais regardez, lorsqu'on ne parle que du financement, on ne parle que des modalités du financement des partis. On ne dit pas sur quelle base il faut les financer. On a dit simplement, voilà, il faut qu'ils aient un truc à l'Assemblée, du moins qu'ils participent aux élections régulièrement. Mais est-ce que les partis qui participent aux élections régulièrement en alliance ou en seul, est-ce que ça suffit pour animer? Qu'est-ce qu'ils font en dehors de ça? C'est bien pour ça qu'il faut des réformes à l'épreuve de la pratique. Il faut que nous fassions
l'implémentation des réformes oui, pour harmoniser mais tout ça, tout pour le monde régler, recadrer. est polarisé. Je suis d'accord avec Arimi tantôt sur la question du mandat unique. J'ai comme l'impression que notre classe politique unanimement veut faire plaisir. Le test qui circule sur WhatsApp ce matin depuis hier dit que oui, c'est un mandat unique de 7 ans. Et je disais tantôt que... Ce test vient de qui? Je ne sais pas. D'accord. Et donc ça, n'en parlons pas. On peut parler puisque les réseaux sociaux sont rois aujourd'hui. Il faut pouvoir dire ce qui se passe. Et insidieusement, on va nous dire que c'est 7 ans, tout le monde est d'accord. Non. Lorsque la commission là aura décidé de ce qu'elle aura décidé, je crois qu'ils iront à l'Assemblée. L'Assemblée va décider, comme mon confrère l'a dit tantôt, il dit qu'il y aura un débat. Et à la suite du débat, et qu'on va voir si le texte a été adopté selon la Constitution au 4/5e. Si c'est adopté au 4/5e, etc., donc il n'y aura plus de référendum. Donc, on reviendra à ce que dit Arimi. Voilà. Donc, moi, je dis qu'il y a encore du boulot à faire, à savoir discuter. Et je prie les politiciens de discuter, de donner les arguments. Le mandat unique, dans mon sens, est contraire à la pratique, c'est aussi, ou j'allais dire, à la tendance générale. Parce que tous ceux qui ont proposé les mandats uniques de 7 ans, c'est qui se gêne que quelqu'un ait 2 mandats de 5 ans. Mathias Sola a proposé que s'il devrait s'agir de mandat unique, qu'on maintienne le mandat à 5 ans, par exemple. Non, 5 ans c'est trop peu. On dira c'est trop peu pour que quelqu'un puisse éprouver ou bien faire tout ce qu'il veut faire. Mais en 10 ans, on peut. Mais regardez, au Nigeria c'est 4 ans. En Grande-Bretagne c'est 4 ans. Mais j'ai dit tantôt, pour compléter ce que le confrère a dit, qu'il y a 2 pays qui ont essayé le mandat unique. Et c'est significatif. Les 2 pays, je vais vous dire ce qui s'est passé. Haïti, qui a élu dernièrement un président chanteur. Il est venu des États-Unis, il parle correctement anglais, et il ne parle que anglais, le français, il le baragouine, et il est resté au pouvoir. Et maintenant, lorsqu'il a fini son mandat, il a tenté de tripoter les résultats pour se choisir un successeur. Mais le résultat, c'est que Haïti est encore sans président jusqu'à présent, ils sont en régime provisoire. Le second pays qui a essayé qui fait le mandat unique, il doit avoir un 3e pays, c'est les Philippines. Ils ont élu quelqu'un qui fait des déclarations pour dire les voleurs, il faut les tuer. Et c'est celui-là qui a été élu maintenant. Mais c'est pas le mandat unique qui fait ça, Vincent Folli. Non, le mandat unique, lorsque vous en venez... C'est quand les peuples choisissent de mettre des abrutis pour les diriger. C'est aussi simple que ça. C'est d'abord une question d'homme, une question de profil. Et tout. Il y a quelque chose de Haïti qui nous ressemble. Haïti, c'est le seul pays d'Amérique qui ressemble au Bénin. Tout se passe là-bas comme ici. Un chanteur, même s'il chante en anglais, n'a pas vocation à gérer un pays. Je suis désolé. Il l'a géré. Il a géré le résultat. Donc, faire mandat unique, là où ça a donné les résultats que vous voyez là. Vous allez voir les Philippines bientôt avec ce président un peu commando qui va venir, il va tuer tous les voleurs. Il paraît qu'il a réussi dans sa province et voilà, il veut imposer ça à tout le pays. Donc quand on dit mandat unique, voilà ce à quoi ça vient. Quelqu'un vient, il fait de la pagaille, il sait qu'après ça, il n'y a plus rien, il s'en va. Bon, Barthélémy est parti aux États-Unis encore, et là, le débat ne fait que commencer. Moi, je suis contre le mandat unique, je ne le cache pas, et j'ai des arguments. Très clair. Le grand rendez-vous. Alors, Vigile, nous avions convenu de le faire systématiquement à chaque émission. Nous allons dire un mot de Porto-Novo, la capitale malheureuse du Bénin, qui souffre d'un dénuement infrastructurel intolérable, mais en même temps de faiblesses évidentes de gouvernance. C'est une chance pour nous d'avoir dans ce studio Arimi Tchoubadé, dont la proximité avec le PAD qui gère cette ville depuis plus d'une dizaine d'années ne se cache pas. Pourquoi et comment une ville gérée par le même parti politique depuis 15 ans ne montre aucun signe de bonne santé à Arimi Tchoubadé? Non, je n'ai pas du tout compris vos insinuations. Vous voulez que je recommence peut-être? Je n'ai pas de carte de PAD, je n'ai pas de carte de membre de PAD. Non, je n'ai pas encore dit ça. Vous êtes proche de PAD, non? Oui ou non? Je ne sais pas de quelle proximité. Tout à l'heure, j'ai fait la chose pour parler du président Soglo. Je crois que vous allez revenir sur ça pour dire que je suis proche. Oui, si vous voulez, on va parler du président Soglo. Il n'y a pas de... Vous suivez cette émission depuis bien longtemps et vous savez qu'il n'y a aucun tabou ici. On parle de tout. Tout ce qui est juste et tout ce qui est fait peut être évoqué ici. Alors, oui, d'accord. Si vous voulez qu'on parle de Porto-Novo, on en parle de Porto-Novo. Parlons de Porto-Novo. Oui, vous savez, c'est plus Porto-Novo qui me préoccupe que le PAD. Territorialement, c'est la commune la plus petite du Bénin.
on vous parle de transférer les institutions à Porto-Novo. Cela justifie quoi, Arimi Tchoubadé? Non, je ne sais pas. Vous avez une haine contre Porto-Novo. J'ai entendu dire qu'il y a un déficit de gouvernance, qu'il y a un déficit... Ah bon, parce que c'est faux. Peut-être. Oui, non, moi je ne veux pas faire l'injure à l'équipe municipale qui sont incompétents. Oui, c'est bien normal ce que vous dites, Arimi Tchoubadé. Non, je peux pas faire... venant de vous, cela ne nous surprend pas du tout. Attendez. Donc pour vous, il n'y a aucun déficit de gouvernance à Porto-Novo. Attendez, c'est pas affaire de déficit de gouvernance. D'accord. Nous sommes dans la décentralisation au Bénin. Vous allez me dire la commune qui marche au Bénin. Si vous commencez par là, le reste, ça se on ne se compare qu'à ce qui marche. Oui. Porto-Novo, nous a-t-on dit, est la capitale du Bénin. Oui, vous sortez. Alors, aucune commune ne marche parce qu'il y a décentralisation. Donc, Porto-Novo ne devrait pas marcher. C'est ça votre raisonnement? Comment Porto-Novo devrait être une exception à ce qui se passe dans toutes les communes, dans la majorité des communes du Bénin? Vous êtes dans la comparaison, Arimi Tchoubadé, quelle capitale est à l'image de Porto-Novo au monde? Oui, vous avez déjà vu nous parlons ici, attendez, nous parlons de la ville. Il y a aucun statut particulier de capitale à Porto-Novo. C'est la seule ville au Bénin dont le nom figure dans notre constitution. Oui, attendez. Nous sommes d'accord là-dessus. Les partis politiques, ils ont leur nom dans la constitution. Et on voit les résultats. Il ne suffit pas de dire, nous avons mis un mot, une phrase dans la constitution, il faut l'accompagner. Quand on a dit, la constitution dit la capitale, je croyais qu'il devait avoir un budget de la capitale inscrit dans le budget national. Ça n'existe pas. Vous voulez que Porto-Novo, c'est 250 000 habitants à peine. Tous les habitants de Porto-Novo viennent développer Cotonou. Ils n'investissent pas dans Porto-Novo. Ça, vous savez. Vous levez chaque jour de Porto-Novo, vous venez développer Cotonou. En faisant quoi? Oui, on venait travailler à Cotonou. Vous ne participez pas. Vous n'êtes pas là pour faire notre procès, on parle de Porto-Novo. Nous parlons de Porto-Novo. On parle de la spécificité de Porto-Novo. Et les arguments que vous développez, nous les avons déjà entendus 1000 fois. Et ce sont des arguments parfaitement superficiels. Attendez. On va parler calmement. On va parler de Porto-Novo. C'est un sujet... Non, pas du tout. C'est un sujet que nous connaissons très bien, vous et moi. Je sais que vous avez une maison à Porto-Novo. Vous êtes à Porto-Novo tout le temps. Vous êtes maintenant conseiller technique du président de l'Assemblée nationale, dont le siège est à Porto-Novo. C'est un fait. D'accord? Mais c'est un fait également que Porto-Novo est dans un dénuement qui ne se comprend pas. Quand le même parti politique, et c'est là ma question, le même parti politique lève la main chaque fois pour dire nous voulons diriger la ville. Ils sont élus, ils prennent, mais ils n'en font rien, strictement rien. Voyez-vous, vous parlez de budget. Le dimanche dernier, nous avons eu notre invité, monsieur Aouamainou, voilà, qui nous parlait de moyens. Mais de quels moyens voulez-vous disposer pour ne serait-ce que balayer la ville? Cette ville n'est pas balayée. Oui. Cette ville n'est même pas éclairée. Cette ville, il n'y a même pas de voie de circulation dans Porto-Novo. Est-ce que vous circulez dans Porto-Novo, vous en rendez compte au moins? Oui. Mais c'est de ça que nous parlons. Alors, vous parlez de budget, de suicide, mais sur quoi est-ce que les responsables qui gèrent la ville comptent pour dire nous voulons gérer cette ville? Oui, vous voulez peut-être que le maire sorte l'argent de sa poche. Ah, mais je n'ai jamais dit ça. Pour installer. Non, vous parlez de budget. Bien sûr. Alors que vous, en tant que contributeur, je ne sais pas combien vous dépensez dans Cotonou quand vous venez travailler ici. Comment on dépense dans Cotonou? Oui, vous n'allez pas nous empêcher de circuler quand même dans le pays. Justement, une ville ne peut se développer que grâce à ceux qui vivent. D'accord. Dans la contexte actuelle. Oui. Puisque quand la Constitution a dit Porto-Novo est capitale, le budget national, est-ce que ça répercute? Est-ce qu'on a une ligne dans le budget national chargé de la capitale ou bien de restaurer la capitale? Adrien Mbedi, président du PRD, a été 3 fois président de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'il a fait pour qu'on mette ce que vous dites là dans le budget de l'État? C'est pas lui qui élabore le budget. Ah, c'est pas lui, d'accord. Et à chaque fois, il est député, il a une seule voix sur 83. Hein. Il n'est pas le patron des députés. Mais il n'a pas été toujours le seul député du PRD représenté à l'Assemblée nationale non plus. Ils sont 10 sur 83. D'accord. Et tous ne sont pas de Porto-Novo. Ils tous ne sont pas de Porto-Novo. Et il n'y a pas que le PRD qui obtient des députés dans Porto-Novo. Ah, d'accord. Qui sont ceux qui obtiennent? Arimi Tchoubadé, mais que promettent vos amis du PRD aux populations, puisque la situation est ce que vous dites. Attendez, la situation est ce que vous dites, il n'y a pas de budget, il n'y a pas de moyens, etc. Mais ils promettent aux populations, les populations qui les accompagnent, qui les mettent là. Après, c'est les arguments que vous avancez. Ce que je vais vous recommander, la prochaine fois, venez avec le programme de campagne du PRD et là, on peut discuter point par point. Parce que là, c'est comme si les gens du PRD ou les autres alliances... Le PRD n'avait pas de alliances...
pour les autres, moi je parle pas j'ai pas conduit la campagne du PRD. Mais je ne sais pas si pendant la campagne quelqu'un est venu pour dire moi je vais transformer les Porte-Nouveau en. Mais est-ce que le peu qu'ils ont dû promettre, est-ce qu'ils le font? C'est ça que vous dites, que vous venez désormais avec le programme d'action Vigile, de la liste PRD. Ne vous fatiguez pas davantage. Arimi Tchoubadé joue parfaitement son rôle, je comprends. Je comprends les arguments que vous développez. Ça, c'est ce qu'on appelle un procès de tension. Non, pas encore. Je veux faire le débat avec vous, mais je vais avoir de la matière. Nous vous promettons que ce débat, nous allons le faire. Nous allons le faire tous les dimanches. Nous allons le reconduire constamment. Et nous finirons par avoir dans ce studio les autorités qui sont compétentes pour nous donner les informations qui sont nécessaires à l'état dans lequel nous voyons Porto-Novo. Parce que nous nous en indignons légitimement, nous habitons. D'abord, nous sommes béninois et Porto-Novo est la capitale du Bénin. Et en plus, nous habitons Porto-Novo. Et donc, c'est légitimement que nous indignons de l'état dans lequel se trouve Porto-Novo. Vincent Folli, est-ce que vous êtes animé par la même indignation, vous? Peut-être que vous n'êtes pas de Porto-Novo. Ça, c'est une incitation à l'indignation. Non, pas du tout. Je vois que le débat est passionné parce que vous êtes sorti de votre rôle de... Ah oui, par moment, il faut le faire. Parce que j'ai quand même le droit d'avoir quelques opinions. Par accumulation de frustration. Ah oui, bien sûr. Oui, je crois que vous deux, les deux animateurs de Radio Soleil, sont des Porto-Noviens et ils souffrent. Non, je crois qu'il faudrait remettre les choses en ordre. Moi, je ne sais pas si je suis bien placé pour parler de Porto-Novo. C'est la capitale de notre pays. Mais Porto-Novo est victime de la politique. C'est-à-dire, la politique, dès le départ, on nous a raconté l'histoire d'Apiti, d'Ahomanegbe, de Maga. Et je crois qu'on n'a pas voulu faire de Porto-Novo vraiment la capitale du Bénin. Malgré toutes les, comment on peut dire, toutes les affirmations, toutes les déclarations des politiciens à chaque élection, moi je vais redonner les attributs de Porto-Novo. Mais on construit tout à Cotonou. C'est du baratin. On construit tout à Cotonou. Regardez, je donne un simple exemple. Moi je suis dans une localité qui s'appelle Calavi, je suis dans un quartier qui s'appelle La Zopa. Mais ce quartier s'est développé très rapidement lorsque le président Kérékou ou sa femme a installé une très grande maison. Et moi, j'y suis depuis 10 ans. Et lorsque la voie pavée a été construite uniquement dans sa zone pour venir, et que l'élève est venu, et à côté, c'est-à-dire dans la zone du président Kérékou pour donner de la lumière, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un effet multiplicateur. Tout le quartier a commencé à se développer. Ça ne se développe pas au rythme normal. C'est pour dire quoi? Que c'est l'État qui donne l'impulsion. Et la route, c'est le développement. Et on développe un pays en traçant des routes, en faisant des grandes infrastructures. Donc, le choix des politiques a toujours été d'ignorer Porto-Novo pour ne pas favoriser le candidat porto-novien. Et je crois que au-delà de tout ce qu'on peut reprocher au PRD, qu'ils ont eu à gérer la mairie pendant combien d'années maintenant? Depuis le début de la décentralisation, ça fait 2 mandats, plus le 3e. Ça, on n'a pas beaucoup vu. Mais quel est le budget d'une ville, d'une commune du Bénin? Quel est le budget d'une commune? Non, il y a certainement quelque chose à faire sur Porto-Novo. Mais pour transformer Porto-Novo en une ville capitale, je crois qu'il faut l'impulsion de l'État. Il faut une volonté politique pour dire que maintenant, là, on met tous les ministères à Porto-Novo. Regardez, le président Yahi est allé construire le bloc administratif encore à Cotonou. On aurait pu faire ça si vraiment il y avait une volonté politique de désengorger Cotonou, de donner à Porto-Novo ses attributs. Cela dit, ça ne dédouane pas le PRD de ses obligations. Et je suis sûr que la mairie peut faire beaucoup de choses. Et je suis sûr qu'il y a des choses à reprocher à l'équipe de la mairie. Parce que les deux qui ont dirigé la mairie, d'abord le professeur Dossou Robert, comment il s'appelle? Bernard. À la fin du mandat, il est passé avec Ahmed Gagage de l'autre côté, du côté du président Yahi, et idem pour celui qui lui a succédé, à savoir le maire Osseni, c'est ça, non? Et avant la fin du mandat, ou bien au milieu, il est déjà parti faire des pieds de bain, il a terminé comme directeur de cabinet, non? Et il y est toujours, non? Donc Porto-Novo souffre du fait que son dirigeant a toujours été de l'opposition, et qu'on a tout fait pour casser cette branche-là. Et donc, celui qui est acquis à la cour qu'on nomme pour diriger, et il passe de l'autre côté, et jamais les politiques n'ont été coordonnées. Je crois qu'il faut tenir compte de ça. Mais maintenant, que faut-il faire? Que faut-il faire? Quand on a fini de dire ça, on fait quoi? Quand on fait quoi?
on donne les moyens aux communes de se gérer. Et les communes à caractère particulier comme Porto-Novo, Parakou et Cotonou ont les moyens de se développer. Il y a le fonds FADEC, je crois, non, que le régime précédent a créé. Il faut faire en sorte, au lieu que les maires, nos maires se promènent, se prostituent dans les capitales occidentales à réclamer des partenaires. Mais c'est l'argent du contribuable français, du contribuable belge, qu'ils vont faire. C'est du tourisme qu'ils font et ça nous déshonore. Et je crois que ce n'est pas bon. Il y a déjà de l'argent dans le pays, l'argent des taxes qu'on peut prélever. Il faut faire en sorte que les gens payent les taxes. Je ne suis pas certain que tout le monde paye ces taxes dans Cotonou et dans Porto-Novo. Et que l'État soit utilisé, c'est-à-dire les moyens soient utilisés avec les moyens de l'État. L'État qui doit appuyer, bien sûr. Je crois que si on ne fait pas ça, on va bavarder tout le temps. On va dire Porto-Novo est abandonné. Vincent Folly, oui. On est à l'avènement d'un nouveau régime. Est-ce qu'on peut considérer Patrice Talon comme une opportunité pour Porto-Novo aujourd'hui? Certainement, il paraît qu'il y a vécu à Porto-Novo et qu'il a même eu une maison et qu'il a fêté son anniversaire récemment. C'est ce que les réseaux sociaux nous allons dire. Mon journal n'a pas. C'est devenu, les réseaux sociaux sont devenus une véritable source d'information. C'est une source d'information. Même pour les journalistes. Non, mais on est obligé d'en tenir compte parce que il y a une information brute qu'il faut aller vérifier et c'est ce que nous faisons. Quand moi je vois sur les réseaux sociaux, je vais vérifier d'abord et avant de la diffuser. Bon, c'est tout. C'est ce que nous avons de plus que les réseaux sociaux. Eux, ils balancent ça. Moi, je ne peux pas balancer une information comme ça. C'est comme ils ont balancé l'information sur les réformes et dire que c'est les premiers résultats. Et on m'a demandé, puisque nous, on a un site web, on m'a demandé si on peut mettre ça sur le site web, comme le site Bénin Web TV l'a fait. Nous, on ne fait pas ça. Et je veux que l'information vienne d'une source officielle pour pouvoir la diffuser. Et c'est ça notre drame par rapport aux réseaux sociaux. Oui, Arimi Djibari, maintenant, on fait quoi? Oui, je vous suggère, si vous voulez faire le débat, par exemple, sur les ordures à Porto-Novo, c'est des chiffres. Vous venez avec le nombre de tonnages de déchets ménagers produits à Porto-Novo. Vous venez comparer ça au budget de la municipalité pour enlever ces ordures-là. Si vous ne faites pas ce débat-là, vous allez crier tous les jours pour dire qu'il y a des ordures partout. Hein? Après, oui, mais qu'est-ce que vous voulez insinuer? Oui, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'ordures que la mairie en a les moyens, c'est ça? Si nous voulons aider Porto-Novo à avancer, nous allons faire nous allons poser le débat sur des faits bien précis. Oui, déjà en parlant ici, nous sommes en train d'aider Porto-Novo. Qu'est-ce qu'on ne dit pas de Cotonou? Qu'est-ce qu'on ne dit pas des autres villes? Que ça, c'est sale. Nous parlons de Porto-Novo. Oui, c'est ça que vous dites. Si vous voulez parler des ordures à Porto-Novo, vous n'allez pas venir en studio pour dire Porto-Novo est sale, il y a les ordures partout, etc. Vous venez avec. Il y a des statistiques. Le nombre de tonnages d'ordures. Et que disent les statistiques, puisque vous les avez vues? Est-ce que ces statistiques vous disent que Porto-Novo est une ville propre? Ou qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Je ne suis pas le DST de Porto-Novo. Oui, mais vous êtes à Porto-Novo. Alors, vous êtes. Non, si vous voulez parler de moi, je suis privilégié à Porto-Novo. Vous connaissez chez moi, je suis au bord des pavés. Et ces pavés sont toujours propres. Ça, vous pouvez en témoigner au moins. Vous pouvez en témoigner au moins. Donc, moi, je suis un privilégié. Maintenant, voilà pourquoi vous ne voyez plus les locations. C'est pas ce que je dis. Je dis, si vous voulez parler des ordures de Porto-Novo, parlez des ordures sur des données bien précises. Et pour le reste, maintenant, on peut dire qu'est-ce qu'on fait pour le reste. Oui, mais à votre avis, puisque vous connaissez si bien le sujet, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Oui, on laisse Porto-Novo en l'état, en prétextant qu'il n'y a pas les moyens, ou que la ville il n'y a que 250 000 habitants, ou que la ville ne peut plus s'étendre, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Les 250 000 là, ils vont développer Cotonou, c'est Podier qu'on sort. Est-ce que Cotonou est développé? Les ordures aussi existent à Cotonou. Regardez, prenez la route pour aller à Porto-Novo, le marché. Mais il y a toujours des ordures là. Moi j'ai demandé, mais qui est-ce qui se charge de ces ordures? On me dit que c'est la mairie. Voilà, c'est des marchés, c'est des prestataires qui... Les ordures ne sont pas levées. Oui, si les prestataires ne sont pas payés, ils n'enlèvent pas les ordures. La mairie n'a pas un service qui vient ramasser les ordures. La mairie n'a pas de service? Non, il n'y a pas de service. Il n'y a pas de service de voirie. Elle commet des prestataires pour venir enlever, collecter, etc. Et après, vous constatez quoi? Que les gens ne sont pas payés et puis bon, ils lambinent, ou les contrats ont du mal à être renouvelés parce que la procédure
au niveau de la cellule de préparation de marché, ça traîne. Est-ce que tout ça n'est pas lié un peu, n'est-ce pas, aux approches que développent nos mairies? Parce que dans les villes, c'est que développent les politiques qui dirigent le pays. Alors, dans les autres villes où c'est sérieux, c'est la mairie qui dispose d'une voirie, qui est organisée. C'est pas des prestataires qui sont payés pour venir lever les ordures. Mais vous oubliez que nous sommes au Bénin. Attendez, on a fait l'expérience des voiries. Il y avait les voiries auparavant. Mais qu'est-ce qu'on constate? Que les dirigeants, les responsables des voiries prennent le matériel pour aller construire chez eux ou des trucs de ce genre-là. Non, il y a la voirie encore à Cotonou. Je crois qu'on voit les véhicules, les gros véhicules. Non, c'est des prestataires. Oui, c'est des prestataires qui enlèvent les ordures. Ce n'est pas les services d'amener avec du matériel qu'on stocke quelque part pour aller... les prestataires payés directement par la mairie. Il y a deux sortes de prestataires pour les ordures. Il y a les ordures que les prestataires qui dépendent de l'habitat. C'est-à-dire, nous payons 2 000, 3 000 francs les collecteurs privés. Voilà. Et puis, il y a les grandes voies. Les grandes voies. Les grandes voies, ce n'est pas nous qui payons. C'est la mairie qui paye. Prenez par exemple comment appelle-t-on, les hommes des petits trous que nous constatons dans les rues. Je ne parle pas de Porte-Nouveau, c'est ce qui est général. Lorsque le maire constate un trou, il ne peut pas aller réparer. Si le répare, il est frappé par la loi qui dit qu'il a saucissonné le marché. Il doit recenser tous les trous de la ville. Et en faire un marché, lancer un appel d'offres, attribuer les marchés. Vous voyez, entre le moment où on a constaté le trou, on est allé le recenser avec ses caractéristiques, et le moment où on passe le marché, il y a un problème. Et le prestataire vient sur le terrain, constate que lui, c'est pas ce qui est mis dans les documents, il dit le montant, et c'est des va-et-vient. Et vous constatez tous les jours, on crie pour dire, à moins que le maire ne sorte l'argent de sa poche, pour aller fermer ce trou-là. Sinon, il prend l'argent de la mairie pour le faire et il est condamné après. Donc, je crois c'est au niveau de la décentralisation, déjà, il y a beaucoup de problèmes qu'il faut essayer de régler. Mais si, pour le cas de Porte-Nouveau, il faut que le gouvernement puisse trouver une ligne spéciale dans le budget national consacré à la capitale. C'est ça qui donne la fonction capitale. Mais c'est pas parce qu'on a mis le mot dans la Constitution que forcément tous les maires qui seront élus, même sans moyens, pourrait faire des miracles. Oui, mais le fait de l'évoquer ici déjà dans cette émission participe de cela, que ceux qui décident nous entendent. Et vous êtes à féliciter pour avoir fait ça. Nous allons continuer à le faire chaque dimanche. Vous pouvez continuer. Chaque dimanche, nous avons fait le vœu, Vigile et moi, de parler de Porte-Nouveau. Le vœu, hein? Ben oui, bien sûr, c'est un vœu à nous-mêmes. Pour l'intérêt général, bien sûr. Maintenant, une question décalée. Cette semaine, on a eu l'information que le directeur général de l'ORTB a été limogé. Alors Vincent Folly, comment vous avez apprécié cela? Le directeur général Stéphane Todomé, alors que son mandat devrait courir, il n'est pas allé à la retraite encore. Son mandat devrait courir jusqu'en novembre. Oui, personne ne peut être étonné du limogeage du DG Todomé. Je n'aime pas parler des personnes, mais je crois que... Comment on ne pourrait pas être étonné de son limogeage, Vincent Folly? Non, la manière dont le RTB a fonctionné ces 10 dernières années est complètement catastrophique. On ne pouvait pas... Tout ce qu'il y avait comme débat contradictoire à la télévision nationale a été supprimé. Regardez les émissions qu'on appelait Revue de presse hebdo, et l'émission de mon jeune confrère Ologou qui faisait très bien et qui donnait le change à nos amis de Actu Matin. Cette émission a été brutalement interrompue. Il n'y avait plus de débat contradictoire. Je me souviens que Stéphane Todomé est allé à la télé, avant lui, c'est Akbaki, est allé à la HAC, et alors que lui et moi, on était sur le banc des accusés, je l'ai entendu dire qu'il ne va pas permettre quand même aux opposants de venir déblatérer sur le gouvernement. Il ne va pas permettre, mais ce n'est pas sa télé. C'est bien. La télé était la propriété du chef de l'État. C'est un service public et nos amis qui y sont doivent savoir qu'ils sont à la disposition du public et non à la disposition du gouvernement. Oui, mais c'est bonne raison, disons, qui vante la morale, en même temps mettre à mal la loi. Laquelle loi? La loi, en fait, son mandat court jusqu'en novembre, régulièrement. Oui, ben, on peut suspendre. C'est-à-dire qu'un gouvernement, le ministre peut constater... Pourquoi l'a suspendu? Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. On revient dans le problème de communication. Je ne vois pas pourquoi l'a suspendu. À la limite, tu vas aller rapidement. Personne ne peut être étonné. Je crois que le DG Todomé lui-même ne peut pas être surpris. Mais chacun devine alors. Pardon? Chacun devine.
Je sais pas, c'est le gouvernement qui devait de communiquer. Non, je rajoute rien à ce que le doyen Foley a dit, mais il y a un côté personnel. C'est après tout quelqu'un qui est nanti d'un contrat. Et je suppose que le gouvernement a pris en toute responsabilité la décision de rompre le contrat. Je suppose qu'il y aura une liquidation par la suite. Soit il y aura un contentieux, soit il y aura un règlement à l'amiable. Mais on ne peut pas reprocher au pouvoir de chercher à impulser une nouvelle dynamique. La rupture également à ce niveau. Ça devait passer par l'OETB. Oui, mais Georges Amelon, désormais directeur général. Non, c'est ça que je dis. Je ne veux pas le volet personnel. Vous savez, il se dit beaucoup de choses sur Georges Amelon, sur ton domaine. Non, pas mon avis. Je ne peux pas faire un avis sur les personnes. Ce que je dis, c'est le droit. Encore qu'on pourrait parler d'atteinte à la confraternité. Ce sont des confrères. On ne va pas débattre sur le compte des confrères. Tout à fait. Voilà. Si on a mis fin prématurément à son contrat, il y aura une liquidation qui va suivre. Certainement. Certainement. Eh bien, nous n'allons pas liquider cette émission. Nous sommes à la fin. Mesdames, Messieurs, il est temps de rendre l'antenne. Vincent Foley et Arimi Tchoubari, merci d'être venus en direct éclairé de votre opinion, l'actualité. Georges Ponou était aux manettes pour la réalisation de cette émission. Quant à nous, Vigile avançait, Wilfried Adoun, nous vous remercions de nous rester fidèles. Rendez-vous dimanche prochain, même fréquence, si Dieu le veut, avec d'autres invités. Le grand rendez-vous.